Christine Gobert-Macon, merci. Donc, comment la transformation numérique transforme-t-elle, progresse-t-elle dans les entreprises aujourd'hui, dans les entreprises et les organisations? Donc, ça va être notre problématique générale. Donc, aujourd'hui, le numérique, nous avons le sentiment donc d'être pleinement dedans. Hein. Donc, elle peut présenter à la fois des ressources, mais aussi des contraintes. Donc, nous savons que le numérique aujourd'hui pour les entreprises est un levier de croissance incontournable. Et donc un élément de compétitivité majeur. Donc à la fois par l'alignement stratégique et ses potentialités d'innovation et de productivité. Donc tout de suite, nous allons démarrer par une vidéo avec Audrey Richard de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, qui va donc nous présenter les évolutions du management liées au numérique dans un contexte de Covid. Donc nous verrons qu'un choc externe tel que le Covid nous permet donc de comprendre et d'envisager la place du numérique dans les organisations d'une façon encore plus forte. Voilà, donc la vidéo de Audrey Richard et Christine Gobert-Macon. Le fait qu'on ait eu cette crise, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu des progrès très importants des salariés sur les compétences numériques? Alors, un peu forcé, justement, à utiliser le digital. Au sein de la NDRH, on a interrogé là-dessus, sur ce point-là, les DRH, qui nous ont dit qu'on avait gagné plusieurs années en termes de maturité digitale parce qu'à un moment donné, on a tous été contraints de rester à la maison. Et l'activité, il fallait la continuer. Et donc, on a beaucoup investi sur du matériel, des ordinateurs, des tuyaux pour faire passer le réseau et également les outils collaboratifs. Donc, il y a eu d'énormes investissements, d'une part. Et après, en même temps, quasiment en même temps, on a formé les managers mais finalement, j'ai une équipe à distance. J'ai une équipe peut-être aussi sur site, donc j'ai une double équipe, une équipe hybride. Comment je manage? Je manage plus du tout de la même façon. Donc il y a eu beaucoup de formations et on a constaté aussi qu'il y avait une maturité managériale, si on peut utiliser ce mot-là, très très importante. Donc ça faisait, j'allais dire 15 ans qu'on formait les managers sur une autre façon de manager. Là, on a vraiment gagné sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ce qui marche en termes de management, et en tout cas ce que les salariés sur le terrain attendent, ce n'est plus un manager qui donne des ordres et très très hiérarchique. C'est plutôt la confiance, l'autonomie, l'authenticité. Je me mets à côté de mon collaborateur pour l'aider s'il a un problème. C'est plutôt ça aujourd'hui qui fonctionne en entreprise. Merci encore à Audrey Richard qui devait être là mais qui n'a pas pu venir. Donc je donne la parole à Pierre-Jean Bengozi qui va nous présenter donc les enjeux du numérique pour les organisations aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation et heureux de cette occasion justement de parler de sujets qui nous concernent tous. Alors d'abord parce que la question du numérique, des technologies de l'information et de la communication, c'est effectivement un enjeu stratégique à la fois parce que ça a été une cause et un levier pour des changements très profonds en termes d'organisation, pour simplifier les structures d'entreprise, pour mieux gérer l'information. On a tous entendu parler des questions de big data, pour mieux concevoir de nouveaux produits, de nouveaux services, pour mieux innover. Et c'est de fait une ressource qui est désormais indispensable et on imagine mal, on y reviendra tout à l'heure, comment des entreprises aujourd'hui peuvent rester ou se tenir à l'écart de ces transformations, de cette appropriation de ces nouvelles technologies. Alors, les constats qu'on peut déjà avoir tous, et facilement, c'est d'une part que en quelques années, les nouvelles vagues de technologies de l'information et de la communication, ce qu'on regroupe sur le terme du numérique, ça s'est diffusé de façon massive et rapide. Et bien entendu, l'épisode dramatique récent du Covid n'a fait qu'accélérer ce mouvement. Ça s'est traduit par une dématérialisation des services. Aujourd'hui, très peu d'entre nous continuent à acheter des CD, mais vont plutôt être abonnés à des services de streaming, de la même façon pour tout un tas de services, y compris le téléchargement de logiciels par exemple. Les compétences, les emplois se sont aussi transformés justement pour
pour répondre à cet usage des technologies. Et de fait, c'est à la fois des constats massifs de diffusion, mais aussi d'une augmentation des inégalités, ce qu'on appelle parfois le digital divide, à la fois entre des travailleurs qualifiés et non qualifiés, entre des pays qui sont plus ou moins bien connectés, plus ou moins bien tournés vers le numérique, et puis entre des entreprises qui sont ou pas capables justement de s'approprier ces nouvelles potentialités. Alors, pourquoi ces transformations et pourquoi ce caractère aussi massif des transformations? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça fait longtemps qu'on connaît l'informatique. L'informatique a plus d'une 50aine d'années. Mais par contre, la vague récente, ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication, elle a une spécificité qui est qu'elle s'appuie sur 3 axes de transformation importantes. D'abord, c'est des technologies. Donc ça suppose d'investir d'une certaine manière dans des équipements, dans de la connexion, dans des systèmes d'information. C'est des technologies de l'information. Donc ça suppose d'être capable de traiter des données, de collecter des données, sur l'activité, sur les utilisateurs, sur les processus, et ça suppose de communiquer. C'est des technologies qui permettent de communiquer, et on l'a bien vu avec le télétravail, avec les réunions à distance, etc. Et ces 3 facteurs-là qui chacun vont apporter ces évolutions, ces transformations pour l'ensemble des entreprises. Alors, cela étant, ces évolutions, elles ont une source dans des origines qui sont différentes. Il y a d'abord les caractéristiques propres de ces technologies, je viens d'en parler à l'instant, qui expliquent qu'elles sont à la fois puissantes, modulaires. Le même ordinateur va pouvoir servir pour écrire un texte, pour diffuser des slides, pour avoir accès à ces entretiens, mais aussi pour faire du calcul mathématique, pour éventuellement piloter des installations, piloter des robots, etc. Donc ces technologies-là, elles ont une force qui fait que tous les secteurs vont être concernés, j'y reviendrai. Mais en même temps, c'est aussi des dynamiques internes aux entreprises qui expliquent la force du numérique, parce que les entreprises ont cherché de nouvelles formes de management pour être plus fluides, pour mieux organiser le travail, pour mieux diviser les tâches, pour mieux concevoir les nouveaux services, les nouveaux produits, pour mieux répondre aux besoins des consommateurs et les identifier, pour mieux avoir des partenariats avec leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs. Et donc, finalement, c'est à la fois des besoins internes des firmes qui ont poussé ces entreprises à s'approprier et à se tourner vers le numérique. Et ça a été aussi en parallèle des pressions externes, les demandes des consommateurs, qui eux ont envie d'avoir accès à des nouveaux services. Pourquoi, si je suis dans le transport, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'imprimer un papier à l'avance pour pouvoir, ou si je suis en situation de montrer mon pass sanitaire, pourquoi est-ce que je devrais imprimer un papier avec un QR code, etc., alors que c'est tellement plus simple de l'avoir sur mon smartphone. C'est ce type de demande qui va pousser les organisations, publiques ou privées, à justement mettre en place ces nouveaux services. Ça peut être aussi la concurrence et les nouveaux entrants, notamment toutes les startups qu'on a pu voir apparaître dans le domaine du numérique, ou ça peut être les demandes du régulateur, ou les enjeux de régulation, on le verra dans le secteur de la banque, par exemple. Alors, ces évolutions... oui, pardon, si ça ne marche plus. Oui, fait que finalement, on a eu une transformation massive parce que, à la fois, les entreprises, depuis très très longtemps, avant même l'informatique, ont eu besoin de mieux répondre aux besoins du consommateur, du client. On disait le client est roi, donc il fallait savoir ce qu'il avait envie, de mieux pouvoir produire des services au moindre coût, etc. Donc on portait depuis longtemps des nouvelles formes d'organisation. Le taylorisme, le fayolisme, ça existe depuis plus d'un siècle. Mais ces besoins-là ont été renforcés par les potentialités offertes par le numérique et par les technologies de l'information et par les connectivités. Ce qui fait qu'on a d'une certaine manière une... Je suis désolé, j'ai des problèmes Non, ça n'a... Excusez-moi, j'ai un problème de pointeur. Ouais.
Voilà. Nous, un problème d'effet de résonance, hein, presque au sens physique du terme, puisque finalement, les objectifs du management ont trouvé dans l'éthique, dans la technologie de l'information, une possibilité de se mettre en place, et en même temps, ces technologies ont offert aux managers des nouvelles opportunités. Ce qui fait que la révolution qu'on a pu constater, elle s'est observée dans toutes les organisations et dans tous les secteurs, à la fois les entreprises qui sont d'emblée dans le numérique, on verra tout à l'heure l'exemple des opérateurs de télécommunications par exemple, mais aussi des entreprises qui étaient dans le secteur traditionnel et qui se sont senties obligées progressivement d'intégrer les technologies de l'information dans leurs activités classiques. Pensons aux constructeurs automobiles par exemple. Et enfin, des entreprises qui ne voulaient pas forcément bouger, mais qui ont été obligées de bouger par les demandes de clients. Je pense notamment au secteur du transport. J'évoquais tout à l'heure la SNCF ou l'aviation, ou la dématérialisation des billets, par exemple. C'est fait sous la pression très très forte des consommateurs qui ne voulaient pas avoir à garder un billet papier ou à l'imprimer avant de se présenter à l'enregistrement. Et ces transformations, on les a trouvées dans tous les secteurs. Le secteur industriel, bien sûr, le secteur des services, pensons aux industries culturelles, le secteur des loisirs, de la culture, de la santé, mais aussi dans l'administration. Une des plus grandes applications massives aujourd'hui en termes de numérique, c'est sans doute la déclaration des impôts ou le paiement des amendes. Et donc, c'est des questions qui, à la fois, concernent les grandes entreprises, les grandes administrations, mais aussi les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, et puis, bien entendu, des startups qui vont se saisir de compétences nouvelles pour recréer et repenser des nouveaux services et de nouvelles formes d'organisation. Alors, les économistes, par rapport à ça, ont au départ fait l'hypothèse que finalement, les technologies de l'information, le numérique, permettaient d'avoir plus d'informations, d'être plus efficaces en termes d'entreprise, de faciliter les échanges entre l'offre et la demande, et donc d'avoir des marchés parfaits. Et donc, on a attendu d'avoir une augmentation globale de la performance des firmes, de l'efficacité, de la productivité, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est plutôt des résultats très paradoxaux d'une certaine manière. À la fois des organisations qui sont plus étendues, plus aplaties, avec moins de hiérarchie, mais aussi plus de contrôle. Des marchés qui sont plus globalisés, mais aussi beaucoup plus segmentés par type de produit, par type de service, etc. Des modèles d'affaires il n'y a pas un modèle d'affaires unique qui se développe, mais c'est plutôt plusieurs modèles d'affaires qui rentrent en concurrence les uns avec les autres. Et finalement, une difficulté à cerner qu'est-ce qu'a apporté le numérique et l'Internet à l'ensemble de la société. Est-ce que c'est du bien? Est-ce que c'est du mal? Dans quelle mesure? Etc. Donc, c'est des questions aujourd'hui qui restent l'objet d'interrogations. Et pour y répondre, finalement, on a, au niveau des économistes et des gestionnaires, des théories contradictoires qui sont à l'épreuve. La première, c'est que finalement, est-ce que le numérique, ça résulte d'une technologie qui va imposer ses effets à la société, ou est-ce qu'au contraire, c'est des acteurs, organisations ou individus qui vont se saisir de ces outils-là pour développer des nouvelles activités? Est-ce que les technologies de l'information vont pousser à plus ou à moins d'organisation, avec un renforcement des contrôles, ou au contraire des entreprises allégées? Est-ce qu'elles vont pousser à plus ou moins de marchés, avec plus de transactions sur des marchés plus efficaces, avec des prix de plus en plus réduits? C'est un peu le modèle qu'essaie de pousser Amazon d'une certaine manière. Ou au contraire, est-ce que c'est des monopoles qui se reconstituent, et à l'intérieur du modèle d'Amazon que j'évoquais à l'instant, c'est aussi une puissance quasiment monopolistique d'Amazon sur le commerce en ligne ou d'autres plateformes. Alors, à partir de là, finalement, je conclurai en disant que de tout ça, on a des leçons à tirer pour l'entreprise. La première, c'est le besoin pour les entreprises, que ce soit des organisations d'ailleurs privées ou publiques, de savoir gérer des changements constants au rythme et à l'ampleur inédit. La pandémie récente n'est qu'une illustration des vagues successives. Le big data a apporté une nouvelle
phase d'évolution. La fibre et les très très hauts débits qui sont permis vont aussi apporter des nouvelles capacités de services d'innovation. Donc il y a un besoin permanent de s'adapter à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux services et à ces nouvelles opportunités. La deuxième conclusion pour moi, c'est que pour s'adapter à ces transformations, il y a 4 ressources, compétences qui me semblent importantes à maîtriser, qui sont à la fois les compétences technologiques, parce que pour faire du numérique, il faut avoir un minimum de connaissances de la technique, même si on peut sous-traiter beaucoup de choses. Il faut être capable de traiter les données et les informations, que ce soit les informations de production ou les informations qui émanent des clients ou de l'environnement. Il faut être capable de penser la localisation de l'entreprise, des clients, la logistique. Et c'est aussi une question importante, le clic et mortar, la relation entre le physique et le virtuel. Et puis, il faut être capable de penser l'évolution des formes de demande, des formes d'usage que sont capables de manifester les consommateurs ou les individus. Et puis, le dernier point, c'est que pour accompagner ces transformations, il faut sans doute dépasser le modèle historique qu'on a tous en tête quand on parle d'entreprise, qui est le modèle des industries manufacturières. Or, ce que montre l'économie numérique, c'est que l'économie numérique, ce n'est pas simplement une industrie de manufacture où on produit des biens et où finalement on prend un pourcentage sur chacun des produits qu'on vend, mais c'est une industrie de coûts fixes, où il faut investir beaucoup au départ, mais où par contre, une fois qu'on a beaucoup investi, les services qu'on propose sont souvent à un coût très très faible, ce qui explique d'ailleurs les phénomènes de gratuité ou de low cost qu'on peut avoir dans beaucoup de cas. L'économie numérique, c'est aussi des effets de réseau, où plus on est gros, plus on est attractif et plus on est puissant, d'où les reconstitutions de monopoles et donc besoin de savoir gérer ces effets de réseau. L'économie numérique, c'est aussi l'apparition de nouveaux modèles d'affaires. Il n'y a pas seulement un modèle pour vendre des journaux, consommer de la musique ou acheter des voitures, mais on a plusieurs façons de se développer, de se déplacer, d'avoir de l'information ou d'écouter, d'avoir accès à des contenus culturels. Et puis l'économie numérique, finalement, c'est pour une grande part autant une économie de produits, de biens, qu'une économie de services. Et si on reprend le slide là qui montre le poids du secteur tertiaire par rapport au secteur primaire et secondaire, on a une évolution absolument considérable de cette économie de services qui ne se réduit pas au numérique, mais qui, bien entendu, par son caractère dématérialisé, permet une très très forte développement de ces technologies. Voilà, merci. Merci pour ce panorama très riche. Et Monsieur Viginier, donc, vu votre expérience chez Orange, que pensez-vous donc de ce panorama de tous les enjeux, toutes les transformations liées au numérique? Voilà. Après avoir écouté Pierre-Jean Belgosi, c'est exactement ce qui nous arrive. Et je pourrais en rester là. Peut-être un mot sur Orange, qui, je crois, est bien connu en France. Mais c'est un acteur maintenant, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. On est présent dans 26 pays. On a 142 000 salariés, dont 82 000 en France, donc beaucoup d'employés. Et on est présent en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Et pour les entreprises, on les accompagne dans le monde entier avec des réseaux d'entreprises, où qu'ils soient dans le monde. Un de nos plus grands clients entreprises dans le monde, c'est Sita, qui dessert tous les aéroports. Donc ils doivent être évidemment connectés, ça doit fonctionner impeccablement en permanence. Voilà, donc Orange vend bien sûr du mobile, de l'Internet, qui sont à la fois des services totalement numériques, mais il y a quand même un objet physique, il y a une box, il y a un smartphone. On vend aussi des services totalement numériques, de la télé, sur nos accès Internet, de la vidéo. On distribue de l'énergie, c'est moins connu, on ne le fait pas en France, mais on le fait en Pologne ou en Afrique, par exemple, avec des kits solaires. On distribue des services financiers, on connaît Orange Bank en France, mais il y a aussi Orange Money en Afrique, qui touche près de 100 millions de clients pour qui c'est la banque sur leur mobile, qui transfèrent de l'argent comme ça. On est un des grands acteurs leaders de la cybersécurité, qui est un sujet dont on parle beaucoup en Europe, où on a beaucoup investi depuis plusieurs années, qui on est là totalement dans le numérique, et je dirais pas ses mauvais côtés, mais ses risques, et qu'on essaye d'aider nos clients entreprises à bien maîtriser. Voilà. Et alors, dans ce monde-là, Orange à la fois fabrique ses propres services numériques. Alors, il y a un peu de physique encore, il y a quand même des fibres qu'il faut tirer, il y a des machines qu'il faut installer, des data centers, mais finalement, il y a beaucoup de fabrication de services numériques. On assemble et on intègre et on vend des services fabriqués par d'autres.
On vend du Canal+, on vend du Netflix, on vend de l'assurance d'assureurs, on vend de l'énergie qu'on ne produit pas nous-mêmes. Et puis on utilise beaucoup le numérique dans la relation client. C'est devenu évident, poussé par les clients eux-mêmes, le numérique derrière le PC dans les années 2000, et puis 2010, et puis derrière le mobile, maintenant c'est devenu le standard depuis quelques années. Et puis nos usines de production, nos réseaux sont devenus un ensemble de machines numériques interconnectées à très grande échelle au niveau de chaque pays, au niveau de l'ensemble des pays, qu'il faut en permanence faire fonctionner, superviser, et qui vivent eux-mêmes tous les 10 ans une révolution numérique où en fait c'est une nouvelle génération d'équipements qui fonctionnent totalement différents. Actuellement, la révolution qu'on a, c'est que les antennes mobiles vont devenir reprogrammables avec la 5G par logiciel. On pourra envoyer de la puissance beaucoup moins qu'en 4G dans un endroit précis s'il y a plus de monde, et puis la renvoyer à un autre endroit quand il y aura besoin. Ça, le logiciel va permettre ça. Même chose dans le cœur de réseau, c'est des fonctions logicielles qui vont être installées une par une chaque semaine, de manière extrêmement rapide, extrêmement agile, dans ce qu'on appelle le NFV. Alors, c'est des changements incessants qu'on connaît depuis longtemps, mais ce qui caractérise, comme ça vient d'être dit, c'est qu'il y a une véritable accélération actuellement de ces changements. On est pourtant habitué à avoir des changements technologiques et numériques chez Orange, mais là, c'est vraiment extrême. Et le secteur, dans tous les secteurs qui ont été évoqués tout à l'heure, le secteur des télécoms comme celui des médias, ont été probablement ceux qui ont été chamboulés par le numérique le plus vite et le plus fort, mais c'est ce qui est en train d'arriver à tous les autres secteurs progressivement. Donc bienvenue au club, c'est sportif, c'est tonique, et ça nous reste éveillés, ça nous garde éveillés tous les jours. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur toutes ces évolutions, j'ai peut-être un mot sur les évolutions aussi technologiques dans le domaine des données. On a maintenant des systèmes d'analyse de données extrêmement efficaces, extrêmement puissants. Il y a eu le big data il y a quelques années. Et sur le big data, et on arrive maintenant à capter les données. Il y a beaucoup de plomberie, il faut aller les chercher, les données. Ce n'est pas facile, hein, ça demande des années au fin fond des entreprises. Mais une fois que c'est fait, big data, et puis maintenant l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'applications. On fait de la maintenance prédictive avec l'intelligence artificielle déjà actuellement pour éviter les pannes, prévenir nos clients avant qu'un orage aille foudroyer leur box pour leur demander de la débrancher. Ça, on fait ça à grande échelle actuellement. Et c'est les algorithmes d'intelligence artificielle qui le font, même si on proposait au client le service qui lui conviendra le mieux, s'il veut bien qu'on lui propose. Tout ça, c'est des algorithmes qui permettent de le faire. Il faut veiller évidemment au biais. On est très attentif à l'éthique de l'intelligence artificielle, au biais que ça représente. Voilà. La crise Covid, aussi un mot, ça a été, comme ça a été dit dans la vidéo, un véritable accélérateur. Nous, on a vu un bond du trafic de données sur les réseaux mobiles de 50% à peu près, de trafic sur les réseaux fixes encore plus important. Heureusement, on a l'habitude de surdimensionner nos réseaux d'au moins 50% d'une année sur l'autre. Mais la première semaine du confinement, on a consommé quasiment toute notre marge prévue pour l'année suivante. Donc il a fallu tout de suite reconstituer ça. Les liens transatlantiques ont été multipliés par 2 en consommation. Tout le monde a regardé de la vidéo sur son écran depuis chez lui. Donc il y a eu une explosion des usages qui a un peu baissé, mais on n'est pas revenu à la situation d'avant. Les gens se sont habitués à consommer plus, et c'est probablement en partie largement irréversible. Alors s'adapter à ces changements, c'est évidemment extrêmement important, et chez Orange, on en est très conscient. Quelquefois, on s'est un peu loupé, on a été trop vite, et nos employés en ont souffert. On a été probablement trop vite et pas assez attentif. Donc on a vraiment le credo qu'il n'y a pas de performance économique d'entreprise s'il n'y a pas de la performance sociale, si on n'est pas attentif à ce que chacun, tout le monde, intègre dans l'évolution de son métier tous ces chamboulements du numérique, et ils sont nombreux. Ça demande de se former, ça demande de réapprendre des choses, ça peut demander de changer de métier assez radicalement. Et tout ça, ça se prépare extrêmement soigneusement. C'est vraiment notre conviction et notre action tous les jours. Alors, il faut anticiper, d'abord pour bien comprendre toutes ces révolutions technologiques qui nous arrivent extrêmement vite. Il faut être à l'affût, il faut les essayer, il faut essayer de les influencer. C'est ce qu'on essaye de faire dans les standardisations mondiales. On dépose aussi des brevets, ça permet aussi d'être bien au courant. Et puis définir rapidement la manière dont on va déployer ou pas ces technologies et les nouvelles opportunités de business qui vont avec. Le deuxième point en termes d'adaptation qui est très important, c'est de se doter des bonnes compétences au bon moment. On parle beaucoup de gestion prévisionnelle des emplois avec des compétences. Nous, on la travaille à 3 ans et 5 ans.
Il faut souvent former et reformer des milliers ou des dizaines de milliers d'employés pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, assez lourdement. Recruter des compétences qui nous manquent. Actuellement, pour le numérique, il nous manque beaucoup d'experts en intelligence artificielle, des analystes de data, des data analystes, des développeurs agiles. On reconvertit, je sais pas, des managers en développeurs. Moi, j'ai fait du développement quand j'étais jeune. Maintenant, la mode, c'est de refaire du développement en agile. Et c'est très bien. Ce n'était pas considéré comme des métiers nobles. Ça devient les métiers nobles de l'entreprise, de savoir développer en agile. Il nous faut des urbanistes, comme dans l'architecture. Ces systèmes numériques sont complexes. Il faut les urbaniser, les interfacer. Et il faut des chefs de projet agiles. Et dernier point, il y a beaucoup de projets à conduire, des projets de transformation, des petits, des moyens, des grands. Ils sont en général conduits de manière très agile, avec des gouvernances qu'on appelle adaptatives, c'est-à-dire on se répartit les rôles un peu à la volée selon les cas de figure. Des équipes très transverses, pluridisciplinaires, ce n'est pas le plus facile, mais il faut le faire. Et c'est souvent des projets qui demandent un certain temps, il faut être patient, il faut les faire par étapes, parce que c'est très important d'accompagner ce changement au sein des entreprises si on veut qu'il se fasse et qu'il se fasse bien, et avec à la fois la vitesse nécessaire, mais avec le soin et le doigté nécessaire managérial. Donc, de votre point de vue, la dimension humaine est tout à fait... nous sommes prêts à rentrer dans la troisième révolution industrielle, puisque nous parlons de la troisième révolution industrielle avec le numérique. Donc, nous sommes tout à fait optimistes par rapport à cet avenir. Oui, moi je suis convaincu que un peu quand je vois ces différentes révolutions numériques et celles qui s'accélèrent, la technologie... c'est évidemment important, mais le plus important, c'est d'avoir les bonnes compétences de savoir-être, les soft skills, à tout niveau, au niveau des managers, au niveau des équipes, pour être capable de travailler mieux et plus vite ensemble, pour, quand on est dans la technologie, comprendre le business et travailler la main dans la main, pas avoir de questions d'ego, se faire confiance, se serrer les coudes quand il y a des difficultés. C'est presque plus important que de maîtriser la technologie. La technologie, on arrivera toujours à la maîtriser, à la comprendre, mais le plus important, c'est à la fois d'aller vite, parce que ça va vite, mais d'y aller d'une façon qui mobilise en fait tous nos sens, et notamment nos cinquièmes sens de compétences humaines, qui deviennent très importants dans un monde numérique. Donc, ce qui veut dire aussi que pour vous qui êtes professeur et qui avez des élèves, dites-leur aussi que on peut aller dans les métiers technologiques et les métiers du numérique et imaginer d'y aller, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille. On manque de filles, j'en profite pour repasser un message. C'est pas pour faire de la technologie comme des malades, c'est aussi pour appliquer toutes ces dimensions de travail ensemble, de soft skills. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine dans ce domaine, et elles sont absolument indispensables. Merci. Et donc, Christine Gobert-Macon va pouvoir nous parler également de l'évolution de l'éducation nationale, donc dans le domaine du numérique, pour préparer justement la jeunesse à ces nouveaux défis qui les attendent. Oui, donc il y a un diaporama. Je vais prendre le bestiole. Oui, donc la question de comment l'enseignement intègre la transition numérique. Alors, je voudrais d'abord revenir un petit peu sur ce terme de numérique, qui est donc un terme assez utilisé de manière assez récente. Donc, on a vu à travers ce qu'ont dit Pierre-Jean et Pascal qu'on a utilisé différents vocabulaires. On a utilisé informatique, technologie de l'information et de la communication, nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui faisaient un petit peu référence à une rupture comparable à celle dans le cinéma quand on parlait de la nouvelle vague. C'était un petit peu la même idée. Et aujourd'hui, donc, on parle de numérique. Alors, ce terme de numérique en informatique, il s'oppose au terme d'analogique, c'est-à-dire une façon de traiter les données sous forme donc, numérique. Alors, dans d'autres pays, on n'utilise pas le terme de numérique, mais le terme de digital, parce que digital, ça fait référence aux doigts, et c'est avec les doigts qu'on compte les nombres. Mais en France, l'Académie française donc, a choisi le terme de numérique. Et puis, donc là, on voit le terme est un adjectif, mais il s'est beaucoup substantisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du numérique. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment un mot valise qui a un peu chassé le terme d'informatique, qui l'a un peu même, on va dire,
ringardisé. Hein. On voit à travers, par exemple, une organisation syndicale qui s'appelle le Cinov IT, s'appelle maintenant le Cinov numérique. Enfin voilà, il y a des changements de vocabulaire qui chassent finalement la dimension un peu technologique. Pour montrer que finalement, à travers ce terme du numérique, on est sur une invasion des technologies, mais on s'intéresse finalement plus aux usages et aux services que rendent ces technologies qu'aux technologies elles-mêmes. Hein, c'est ça qu'il y a derrière ce terme de numérique. Alors, je vais revenir un petit peu sur le terme de transition numérique, qui était le thème, vous savez, c'est mon côté un peu académique, on définit les termes avant de parler des choses. Donc, la transition numérique, on peut dire que c'est la combinaison d'effets de trois domaines, donc des effets qui sont liés à l'automatisation, avec donc, Pierre-Jean et Pascal en ont parlé, c'est-à-dire l'accroissement des performances, avec donc un accroissement de la productivité du travail, hein, effectivement, en automatisant un certain nombre de métiers, notamment des métiers à faible valeur ajoutée, une augmentation de la productivité du capital, de l'énergie et des matières premières. C'est aussi donc la dématérialisation, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on a de nouveaux canaux de distribution et de communication, on va transformer les réseaux physiques, on supprime les agences bancaires par exemple. On a évidemment de ce fait une diminution des coûts marginaux de production et des coûts de transaction. Et puis on a donc une réorganisation des schémas d'intermédiation, une réorganisation donc des chaînes de valeur avec, on en a déjà parlé, hein, l'éruption donc de nouveaux acteurs, le nouveau rôle des producteurs et des consommateurs, et puis donc, on en a aussi parlé, les nouveaux actifs que sont les données et donc leur traitement. Alors, l'école dans tout ça. Alors, je vais parler du lycée. Hein. Donc, il faut distinguer en fait la mobilisation de technologies finalement pour des activités et qui vont traverser en fait tous les enseignements, hein, des activités de production, de simulation, travail de groupe, conduite de projet, pour l'évaluation, pour la personnalisation des enseignements et évidemment pour la continuité pédagogique, et on l'a bien vu au moment des différents confinements. Donc, j'ai pris un extrait du programme d'histoire-géographie du tronc commun donc du baccalauréat, enfin du lycée, à la fois en série technologique et en série générale, et dès la seconde, avec donc dans les programmes d'histoire-géographie, on a utilisé les outils numériques pour produire des cartes, des graphiques, des présentations et identifier, évaluer les ressources pertinentes en histoire-géographie. Donc, on voit que ça, c'est on va dire que c'est des usages qui sont extrêmement transversaux, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir le même type d'usage dans d'autres disciplines scolaires. Et puis, on a des objectifs d'apprentissage pour comprendre la transition numérique qui, eux, vont être beaucoup plus liés à certaines formations. Donc, que ce soit dans la voie générale, dans la voie technologique, dans la voie professionnelle ou dans les sections post-bac. Avec donc une distinction évidemment d'approche. Hein. On va prendre par exemple la voie professionnelle où on va avoir donc le développement finalement de gestes professionnels, hein, autour de la manipulation de technologies, alors que dans l'enseignement technologique ou même dans l'enseignement général, on va plutôt s'intéresser aux connaissances scientifiques et techniques dans leur rapport à la société, en particulier à l'économie. Et dans les enseignements post-bac, qui sont donc des enseignements professionnels de type les sections de techniciens supérieurs, on va développer des apprentissages sur l'hygiène numérique, voire sur la cybersécurité dont vous parliez, puisqu'on a aussi quand même, par exemple, un certain nombre de BTS qui sont dans le domaine de l'informatique, dans lequel d'ailleurs le mot informatique apparaît quand même dans le titre du diplôme. Et donc avec une approche beaucoup plus technique. Alors, on a évidemment des apprentissages qui sont liés à la transition numérique avec des points de vue qui sont différents selon les domaines scientifiques. Alors, on a évidemment des objectifs d'apprentissage en informatique. Et depuis la réforme du lycée, on a réussi à installer en seconde, donc le ministre a impulsé cela, un enseignement qui s'appelle Sciences numériques et technologies,
où donc tous les élèves de seconde vont apprendre des concepts d'informatique et vont manipuler des technologies. Et même d'ailleurs dès le collège, on a en mathématiques et en technologie, on apprend à programmer. D'accord ? Donc que ce soit déjà au collège, puis après en seconde au lycée, tout le monde finalement apprend à programmer. Alors évidemment, on a aussi en économie, on a aussi en sociologie, en droit, en management, en sciences de gestion, aussi évidemment en histoire-géographie, et puis aussi dans ce nouvel enseignement de spécialité qui s'appelle histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, où la question de la transition numérique est aussi dans les programmes. Alors, j'ai pris dans différents programmes, différents programmes d'enseignement, et j'ai produit ce nuage de mots. Et donc, on voit un petit peu les préoccupations qu'on a dans nos différents programmes. Alors, quel programme ? Il y a le programme donc, de sciences numériques et technologies en seconde, qui est organisé, on va dire, en 7 domaines: Internet, le web, les réseaux sociaux, les données structurées, leur traitement, localisation, cartographie, mobilité, informatique embarquée et objets connectés, et photographie numérique. Donc là, on a vraiment un enseignement de culture informatique et numérique qui est donné à tous les élèves de seconde. Si je prends par exemple le programme de sciences économiques et sociales en première, on a un objectif d'apprentissage qui est comprendre comment les nouvelles sociabilités numériques contribuent au lien social. Si je prends en terminale, en SES, on a un objectif qui est comprendre comment le numérique brouille les frontières du travail, transforme les relations d'emploi et accroît les risques de polarisation des emplois. Sur cette question du travail, on va le retrouver aussi en management et sciences de gestion du numérique. Et puis, on le trouve aussi en droit, en terminale STMG, à travers la liberté individuelle du salarié qui est interrogée à l'aune du numérique. Alors, si je prends en première STMG, on a en sciences de gestion et numérique, qui est donc un des enseignements de spécialité, une question qui est traitée par les professeurs avec leurs élèves, qui est: le numérique crée-t-il de l'agilité ou de la rigidité organisationnelle ? Donc on voit que ce type de question, on ne répond pas par oui ou par non. Donc il y a tout un argumentaire et des notions évidemment qui vont permettre aux élèves de développer un argumentaire pour être capables de répondre à cette question. En droit, en première STMG, on a les données formelles et informelles laissées par une personne juridique sur Internet constituent son identité numérique. Donc la notion d'identité numérique qui est donc étudiée en droit en première. En terminale, management, sciences de gestion et numérique, en terminale STMG, on a, donc c'est un programme qui est fait sous forme de questions, comme les programmes de SES. Les transformations numériques, est-ce une chance pour la production ? Les transformations numériques, est-ce un vecteur d'amélioration de la relation avec les clients et les usagers ? Les transformations numériques sont-elles de nouvelles responsabilités pour les organisations ? Alors pareil, on ne répond pas par oui, par non, et donc on va travailler avec les élèves, apporter des connaissances, apporter aussi des pratiques d'entreprise pour leur permettre de répondre à ce type de questions. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a aussi une voie professionnelle dans les lycées professionnels, et on a eu donc une transformation de la voie professionnelle sous ce mandat ministériel qui a mis un petit peu en lumière les spécificités de la voie professionnelle. Et donc, il y a un enseignement d'économie-droit dans les sections, dans les spécialités tertiaires de bac professionnel. Et avec, voilà, je vous livre quelques éléments de ces programmes. Repérer l'influence du numérique dans l'évolution des modes de consommation. Et des questions aussi, comment le numérique influe-t-il sur la production d'une entreprise ? Comment le numérique transforme-t-il les modalités du travail ? Donc, on retrouve quelque chose qu'on aborde aussi en SES. Et enfin, je terminerai par donc, le post-bac avec l'installation récente d'un enseignement de culture économique, juridique et managériale pour toutes les sections tertiaires. Et j'ai extrait 3 questions. Comment le numérique transforme-t-il l'environnement des entreprises ? Quelle est l'incidence du numérique sur le management ? Et dans quelle mesure le droit répond-il aux questions posées par le développement du numérique ? Donc voilà un certain nombre d'exemples de comment le système scolaire, enfin le lycée, s'est approprié cette question de la transition numérique
je vous ai montré donc une variété d'enseignements dans lequel on peut le trouver. Merci Christine. Voilà. J'ajouterai également pour le recrutement des professeurs, donc il y a une agrégation d'informatique qui vient d'être ouverte, Oui. également à CAPES. Alors, oui, effectivement, je n'ai pas parlé parce qu'on n'a pas, c'est parmi les enseignants que nous avons dans notre assemblée, on n'a pas ce type d'enseignants. Mais effectivement, quelque chose qui est très très nouveau et qu'on attendait depuis des années, c'est la création donc d'un CAPES qui s'appelle Numérique et Sciences Informatiques et puis d'une agrégation d'informatique, et qui viennent effectivement donc nourrir un corps enseignant pour enseigner un enseignement de spécialité qui est aussi très nouveau, qui s'appelle numérique et sciences informatiques, hein, qui s'enseigne donc en première et en terminale. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est lié à la réforme du lycée. Bien, merci. Donc nous allons passer aux questions. Oui, alors, allez-y, je vous en prie. Une question qui s'adresse à vous, madame. Quelles pratiques pédagogiques au lycée seraient les mieux adaptées dans les compétences de savoir-être attendues par les entreprises ? Alors, il y a des pratiques pédagogiques, par exemple, de type en mode projet, hein, où le numérique soutient ces activités de travail en mode projet. Et ça, je pense que c'est très utile, effectivement, comme compétence transversale pour entrer après dans le monde de l'entreprise. Il y a des travaux qui sont faits, hein, notamment par les professeurs documentalistes, sur la recherche d'informations, sur la validation de l'information, la validation des sources. Et ça, je pense que c'est fondamental, hein, que ce soit pour l'enseignement supérieur ou pour l'entrée dans le marché du travail. On a effectivement aussi, alors si je parle plutôt de l'enseignement professionnel, on va utiliser des outils numériques métiers qu'on va didactiser, hein. Je pense par exemple au logiciel de gestion intégrée dans le domaine de la gestion, hein, ce qui permet effectivement de donner aux élèves une vision aussi du rôle de l'information et du fait qu'il y a de multiples métiers qui vont utiliser la même information. Je pense que ça aussi, c'est une compétence qui peut être très utile. Mais moi, j'avais des questions pour nos intervenants, si vous n'avez plus d'autres questions, qui sont, selon vous, justement, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'école par rapport, peut-être Pierre-Jean par rapport à l'enseignement supérieur et puis Pascal par rapport justement au monde de l'entreprise pour que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou dans l'enseignement supérieur soient équipés par rapport à cette question de la transition numérique. Alors, je ne sais pas par rapport à l'enseignement supérieur. En tout cas, on voit bien sur les élèves qui arrivent ensuite dans les écoles ou à l'université. Moi, j'ai été frappé dans le nuage de points que vous avez donné par la très petite place de l'entreprise. C'est écrit en tout petit dans un coin. Et pour moi, derrière entreprise, je mettrais organisation au sens large, mais je pense que vous l'avez dit, et puis on l'a tous dit d'une manière ou d'une autre, le numérique, ce n'est pas simplement de la technologie. Alors, d'une part, ce n'est pas de la technologie, mais il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur du côté technique. Donc, je pense qu'il y a une forme de familiarité avec à la fois la technologie que ça représente, la manière dont ça fonctionne. Et je pense que de ce point de vue-là, l'apprentissage du code me semble absolument essentiel. Il ne s'agit pas de faire de tout le monde des développeurs, mais de moins de comprendre qu'est-ce que c'est quand on parle d'algorithme, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles sont éventuellement la manière de les utiliser, de s'en servir, etc. Donc pour moi, il y a ce problème de familiarité avec la technologie qui est essentiel. Le deuxième point, c'est que la technologie est inséparable des usages et de l'appropriation à la fois par des individus, mais c'est finalement assez largement couvert par les points de vue que vous avez relayés, mais aussi dans les organisations dans lesquelles ça s'insère. C'est pour ça que je pense que l'exemple du PGI que vous avez donné me semble très important, mais c'est comment justement le numérique transforme à la fois des relations professionnelles, des formes d'organisation, la manière de proposer des services, d'entreprendre, etc., qui me semble important. Et puis le troisième point, mais qu'a aussi évoqué Pascal, c'est tout ce qui relève des soft skills, du travail collectif, de l'interaction à distance. Et là, malheureusement, c'est vrai que les derniers mois ont été une formidable leçon d'apprentissage d'une certaine manière. Pascal ? D'abord, moi, premier feedback, je suis
assez agréablement surpris et impressionné par le nombre de questions sur le numérique qui sont abordées dans les différents cursus. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, donc je trouve que c'est plutôt une heureuse surprise pour moi. Donc je trouve que c'est bien, il en manque sûrement, hein. J'en ai plein en tête et on pourrait les partager. Bon, il y a le sujet, d'abord, je remartèle, on manque de jeunes filles, de jeunes femmes dans les métiers technologiques en général. On le voit à l'Académie des technologies. Je vous encourage à aller voir des portraits de jeunes femmes qui ont embrassé des métiers technologiques pour donner envie. On a besoin de rôle modèles, d'attirer dans ce domaine-là. Il n'y a pas assez de jeunes femmes, pas uniquement pour avoir des femmes dans ces métiers, c'est qu'on a besoin du bon niveau de diversité dans ce monde. Et on a besoin de toutes les compétences, de toutes les sensibilités. Et quand on a un déséquilibre homme-femme comme on doit avoir 20% de femmes en numérique ou en technologie en général, alors qu'on a 50% de nos clients qui sont des femmes dans le monde, on va être... Il y a des choses qu'on va pas sentir, qu'on va pas voir et qu'on va mal faire, hein, en marketing et aussi en technologie ou en business ou en identification de business. Donc c'est très important d'arriver à attirer des jeunes femmes au moment de l'orientation, de casser un peu les stéréotypes. Le numérique, c'est pas fait pour des geeks qui programment et qui adorent être le nez sur leur PC en permanence. Non, c'est des relations humaines, c'est des projets formidables, ça bouge tout le temps, il y a besoin de médiation, c'est des aventures formidables, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup d'ouverture au sein de l'entreprise, sur tous les métiers, on voit tout. On voit tous les métiers, on voit à l'extérieur de l'entreprise les partenaires, on peut... il y a des conflits qu'il faut résoudre, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils se battent à coup d'arguments technologiques, il faut arriver à réconcilier, il faut arriver à réconcilier des points de vue. Ça, tout le monde peut avoir envie de le faire, de porter soin, porter attention. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dans les métiers de la santé pour aider, etc. Et ça fait partie des grands stéréotypes. Venez aussi dans les mondes du numérique pour aider à l'inclusion numérique, à ce que tout le monde ait accès au numérique, dans le monde entier, y compris en Afrique, y compris dans tous les coins les plus reculés, pour qu'on a des jeunes qui, avec le même smartphone, disent on a accès, nous, à tout l'Internet, on sait faire plein de choses, et d'autres qui disent moi, j'ai pas accès à Internet, j'ai que Facebook dessus. Oui, mais il a aussi Internet, mais il ne sait pas l'utiliser, quoi. Il n'utilise que Facebook sur Internet. Et ça arrive, il y a des études sociologiques, des équipes de recherche à Rennes qui montrent ça très bien. On ne peut pas laisser des fractures comme ça. Donc il y a aussi le soin à apporter pour nos clients, pour tous les embarquer dans cette évolution numérique, et pour nos salariés qu'on ne peut pas laisser au bord du chemin. Donc il y a énormément de métiers pour mettre du numérique au sein de l'entreprise qui soit pratique, utile, facile, compris. Et que tout le monde, que ce soit ceux qui s'y mettent le plus facilement, mais ça c'est le plus facile, ou ceux qui ont le plus de difficultés, puissent s'y mettre. Voilà, il y a plein de métiers passionnants qui conviennent à tous. Donc, je martèle un peu sur ce message, s'il n'y en a qu'un, voilà. Vous, M. Bengozi, auriez-vous des messages à faire passer également, M. Bengozi, vis-à-vis de nos élèves ou de nos collègues enseignants? Je pourrais dire exactement ce que vient de dire Pascal. Je vais peut-être le formuler un peu différemment. Je pense que le numérique, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil. Et que justement, par rapport à tous les multiples projets professionnels ou de vie que peuvent avoir les élèves, je pense que c'est le numérique qui va permettre de répondre et de porter des projets. Moi, j'ai des exemples parmi les étudiants qu'on a, alors un peu plus tard, mais c'est les mêmes qu'on va voir quelques années après, en master, qui portent des projets d'entrepreneuriat sur faire travailler, par exemple, des étrangers ou des immigrés en France sur leur cuisine nationale pour pouvoir ensuite faire une forme de traiteur à partir de réinsertion de personnes immigrées. C'est un projet qui a été lancé par une des étudiantes il y a 3-4 ans et qui fonctionne très bien sur des problèmes d'inclusion, sur des problèmes de développement durable, développement climatique. J'ai des étudiants qui travaillent aujourd'hui sur notamment l'utilisation de l'hydrogène, des algorithmes pour optimiser la gestion des énergies renouvelables à l'échelle d'écoquartiers. Donc c'est des sujets qui sont très très différents. Et bien entendu, la question n'est pas de dire il faut faire du numérique pour aller ensuite sur ces sujets-là, mais si vous avez envie de travailler sur l'inclusion, la santé, le social, ou même faire du business, c'est un levier extraordinaire de conception
et de développement de nouveaux projets et de repenser différemment le monde dans lequel on vit. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle les licornes, les grandes entreprises qui ont eu un succès phénoménal, on a parlé de Tesla tout à l'heure, mais on pourrait parler des grandes plateformes, ça a été une façon de repenser la mobilité, le commerce, la consommation de biens culturels, et puis la vie en société, les relations amicales, sociales, etc. C'est ça qu'a permis le numérique. Et c'est par là qu'il faut rentrer, par ce qu'on veut faire. Mais pour être capable de mobiliser ces technologies, il faut avoir cette familiarité que j'évoquais tout à l'heure, qui va permettre justement de s'en saisir en la désacralisant, mais en s'en servant comme un levier. Oui, sur l'environnement, je voudrais rajouter un point. Toutes les entreprises ont maintenant, sont sur un chemin de la neutralité carbone avant 2050. Nous, c'est 2040. C'est très ambitieux. Qu'on travaille dans le numérique ou pas, chaque entreprise a ce chemin-là à faire. Bien sûr, il y a toutes les technologies de l'énergie, de l'environnement, mais aussi le numérique qui peut aider à mesurer des consommations objet par objet beaucoup plus finement avec des capteurs, faire les analyses de données qui vont bien pour comprendre comment réduire cette consommation énergétique, comment réduire l'empreinte CO2, pas uniquement à l'échelle de l'entreprise, mais si on veut être responsable à l'échelle de tout son écosystème. On parle de scope 1, scope 2, scope 3, c'est y compris l'empreinte carbone de ce que l'entreprise achète à ses fournisseurs, même si c'est à l'autre bout du monde. Donc le numérique est un des leviers qui doit lui-même réduire son empreinte carbone, même si on en consomme de plus en plus, mais qui doit aussi avoir un effet de levier sur tous les autres secteurs d'activité pour les aider à réduire leur empreinte carbone rapidement d'ici 2050, 2040. Et les actions, elles sont là dans les 10, 20 ans qui viennent. Donc c'est un enjeu aussi formidable. Donc, ceux qui sont parmi les jeunes, parmi vos élèves passionnés par l'environnement, ils peuvent aussi venir dans le numérique parce qu'ils vont permettre, à travers le numérique, d'aider à réduire l'empreinte carbone, non seulement du numérique, mais de tous les secteurs d'activité. Donc il y a des choses formidables à faire.